Alors, bonjour à tous, bienvenue à la rencontre littéraire avec Adeline Dieudonné et Sina de Malafosse autour du livre La vraie vie, publié aux éditions L'Iconoclaste en France et DTV en Allemagne. Je suis Ariane Batoutovan, la directrice de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. La vraie vie est un livre qui concourt au prix littéraire Prix Première qui en est à sa première édition et que nous avons lancé ici à l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. Il s'agit de c'est un prix du public qu'on propose au public allemand et francophone également, de voter pour l'un des trois titres qu'il a préférés. Les votes sont ouverts jusqu'au 30 juin, donc vous avez encore 6 jours pour pouvoir voter. Le lien va apparaître dans le chat euh, pour pouvoir voter pour l'un des trois livres. Euh, les, les lauréats seront invités à Tübingen en Allemagne pour la remise du prix. Euh, je voulais tout d'abord remercier Adeline Dieudonné et Sinan Malafosse de leur présence, mais également Christiane Vogel, qui est la présidente de l'Association des Amis de l'Institut et qui fera la modération ce soir. Également, je voulais remercier nos partenaires, le Fonds citoyen franco-allemand qui rend possible la traduction simultanée, mais aussi le Centre franco-allemand de Provence qui est notre partenaire dans notre ville jumelée et qui propose également cette rencontre à son programme, l'Association des Amis de Tübingen, euh, le Bureau du Livre à l'ambassade de France en Allemagne et le libraire Osiander. Euh, Par rapport au déroulé de cette rencontre, peut-être vous l'avez pas encore vu, mais vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous écoutez cette rencontre. Pour l'instant, je parle français, mais si vous regardez en bas à droite, vous pouvez choisir de regarder en allemand, en français ou dans les deux langues si vous ne cliquez rien. La rencontre se déroule pendant 45 minutes avec une modération de Christiane Vogel avec Adeline Dieudonné et Sinan Malafosse. Vous pouvez ensuite poser vos questions de vive voix. Donc le public est invité à poser des questions en cliquant en bas sur votre écran. Il y a une main levée, donc vous pouvez lever la main. On vous donnera la parole pour que vous puissiez dire votre question. Vous pouvez également écrire vos questions dans le chat et nous les lirons. Voilà, donc pour l'interprétation, j'espère que c'est bien compris et que vous avez pu choisir votre langue. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. La rencontre est enregistrée pour permettre à ceux qui n'ont pas pu venir de pouvoir la revoir. Voilà, donc je vous remercie tous et toutes d'être présents et je donne la parole à Christiane Vogel. Merci Ariane, bonsoir à toute l'équipe en coulisses et bienvenue également de ma part à nos invités et à toutes celles et ceux qui participent en ligne à cette soirée. Je me réjouis donc particulièrement d'accueillir ce soir Adeline Dieudonné, auteure, et Sina de Malafosse, traductrice. L'association des Amis de l'Institut a pour but d'encourager et d'aider à la réalisation de projets qui favorisent l'échange culturel franco-allemand et elle soutient en particulier le travail de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. Et c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu participer à la conception et à l'élaboration de ce projet de prix littéraire. Et parce qu'en récompensant non seulement l'auteur, mais aussi le traducteur ou la traductrice du livre, nous mettons l'accent sur l'importance du travail de traduction pour le dialogue interculturel. Voilà, donc ça nous a particulièrement fait plaisir d'être associés à ce projet. Maintenant, je voudrais vous présenter rapidement nos invités. Adeline Dieudonné est née en 1982 à Bruxelles, où elle vit de nouveau aujourd'hui. Avant d'être écrivaine, Adeline Dieudonné était, et elle est toujours d'ailleurs, actrice au théâtre. La vraie vie est son premier roman. Paru en France aux éditions L'Iconoclaste en 2018, il a eu un énorme succès.
Il a reçu de nombreux prix, une quinzaine, je crois, dont le prix Renaudot des lycéens et le prix du roman Fnac, pour n'en citer que 2. Et il est traduit dans le monde entier. Donc, pour ce qui est de l'Allemagne, c'est Sina de Malafosse qui l'a traduit en allemand. Elle est née en 1984, elle vit à Toulouse, où elle est traductrice et lectrice. La vraie vie est sortie chez DTV en avril 2020 sous le titre Das wirkliche Leben. Sina de Malafosse traduit aussi de nombreux autres auteurs et entre autres Victor Gestin qui figurait d'ailleurs aussi sur notre longue liste pour ce prix. Alors ma première question s'adresse à vous, Sina. Vous êtes de nouveau présente sur la nouvelle longue liste pour le prix 2022 avec la traduction du livre de Fatima Das, La petite dernière. Alors ma question, comment est-ce que vous choisissez les nouveaux auteurs? Comment est-ce que vous les découvrez? Est-ce qu'on vous propose ces traductions? Et en deuxième partie, qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré ou motivé dans le roman d'Adeline Dieudonné? Ja, zur Auswahl. Ich glaube, ich entdecke Bücher wie jeder andere Leser auch zunächst einmal. Das heißt, ich informiere mich, ich schaue nach Neuerscheinungen, ich interessiere mich besonders für neue Stimmen und ja, versuche da viel zu lesen und zu entdecken. Aber natürlich sind es auch vor allem die Verlage, die dann aussuchen, was sie in ihr Programm aufnehmen wollen. Und meine Aufgabe als Übersetzer kann dann nur sein, meine Begeisterung sozusagen weiterzutragen. Und natürlich geht es in beide Richtungen. Das heißt, je länger man auch das macht, desto eher ist es auch der Fall, dass Verlage einem Projekte vorschlagen. Aber gerade zu Beginn versucht man möglichst viel auch selbst vorzuschlagen. Und es kann auch immer wieder passieren, dass man auf kleine Perlen stößt, die vielleicht noch nicht so gesehen wurden. Und genau, da kann man dann so ein bisschen als Entdecker tätig sein und vielleicht auch ein bisschen als Agent. Und ja, bei diesem Buch, bei Fatima Das und bei Adeline Dieudonné war es tatsächlich so, dass da, ja, man hat manchmal das Gefühl, als könnte da nur Magie im Spiel sein, weil man das Gefühl hat, man liest ein Buch und ist komplett absorbiert und man hört schon die Stimme im Kopf und fängt schon an zu übersetzen und hat so diese Erfahrung, die ja eigentlich ideal ist bei einem Leseerlebnis, nämlich, dass das Buch wirklich nur für einen selbst geschrieben ist. Und wenn man aber bedenkt, wie viele Schritte es gibt zwischen diesem Leseerlebnis und einem Übersetzervertrag, ist es wirklich, grenzt es an ein Wunder, wenn es dann, also empfinde ich zumindest so, wenn es dann wirklich klappt. Also wenn man wirklich so begeistert ist von einem Buch und dann kann man den Lektor davon überzeugen und der Verlag stimmt zu und dann gibt es vielleicht eine Option, mehrere Verlage wollen diesen Titel, aber dieser Verlag bekommt den Zuschlag und dann entscheidet der Verlag auch noch, einem diesen Titel zu geben. Also da gibt es ganz, ganz viele Schritte und da war ich mir mit der Lektorin sehr, sehr einig, dass es ein tolles Buch ist und deswegen hat sich das quasi wie von selbst gefügt. Das war sehr schön. Ja, und zu der zweiten Frage, warum, was mich an diesem Buch besonders begeistert hat. Ich glaube, das, was viele beschreiben, auch in dieser großen internationalen Fangemeinde, die sie heute hat, dass man einfach von vornherein gepackt wird. Da ist einfach diese sehr starke Mädchenstimme, ein sympathisches Mädchen, sehr einnehmend, die einerseits einen sehr optimistischen Blick auf die Welt hat, einen kindlichen Blick und gleichzeitig sehr klarsichtig ist, die Dinge mit einer gewissen Härte beschreibt. Also da wird auf der zweiten Seite die Mutter direkt als Amöbe beschrieben. Das ist witzig und böse zugleich und ja, das heißt, dieses Buch hat eine gewisse Wärme und zugleich scheut es nicht davor zurück, eben gewisse sehr, sehr schwere und sehr harte Themen anzupacken, nämlich Gewalt in der Familie, Gewalt insbesondere gegen Frauen. Und gleichzeitig ist es auch noch ein Spannungsroman, ein Thriller. Man wird da quasi durchgezogen und kann sich dieser Intensität nicht entziehen. Und auf der sprachlichen Ebene hat es einfach einen wahnsinnigen Rhythmus. Es hat ganz viele tolle fantasievolle Bilder, Beschreibungen, die ich so noch nicht kannte. Ja.
Alors justement, Adeline Dieudonné, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler aussi de votre roman? Il s'agit de 5 ans de la vie d'une jeune fille qui est également la narratrice. Elle a 10 ans au début du roman. Est-ce que vous pouvez nous dire qui elle est, cette jeune fille à laquelle vous ne donnez pas de nom? Alors, oui, effectivement, j'ai choisi de ne pas lui donner de nom. Enfin, c'était pas exactement un choix. Elle n'a pas de nom parce que le roman est écrit effectivement à la première personne du singulier. Et donc, quand j'ai eu fini la première version du manuscrit, je me suis rendu compte que son prénom n'était cité qu'une seule fois dans le roman, parce qu'à un moment, sa maman l'appelait. Euh, mais c'est vrai que naturellement, on va rarement dire son propre prénom. Donc, naturellement, c'était comme ça. C'est vrai que du coup, j'ai choisi de retirer cette seule occurrence à son prénom. Je trouvais ça intéressant aussi. J'aime bien ne pas nommer mes personnages. Et d'ailleurs, dans le roman, beaucoup de personnages n'ont pas de nom. Le père n'a pas de nom, la mère n'a pas de nom. On parle de la plume, du champion. Enfin, c'est des surnoms que la narratrice donne aux personnages, mais ils ne sont pas exactement nommés. Alors, cette petite fille, donc, qui est une petite fille au début du livre et qui va grandir, on la quitte à 15 ans, elle est déjà presque adulte. C'est une petite jeune fille, en fait, relativement normale à la base, mais à qui va arriver quelque chose de complètement extraordinaire et un accident qui va la traumatiser, elle et son petit frère, au début du livre. Et à partir de là, elle va découvrir sa propre détermination. Elle va découvrir le drame, le deuil, comment survivre par rapport au trauma, et surtout comment aider la personne qu'elle aime le plus au monde, à savoir son petit frère. Et dans cette ambiance familiale qui est effectivement très, très dure, et comment est-ce qu'elle va pouvoir trouver sa liberté à l'intérieur de ça, trouver ses propres forces, comment est-ce qu'elle va pouvoir demander de l'aide aussi à l'extérieur, faire appel à d'autres personnages. Et donc, c'est une petite héroïne très déterminée, qui a beaucoup d'humour aussi. On le sent effectivement dans sa façon de décrire le monde qui l'entoure. Il y a beaucoup de cruauté et d'humour noir, un peu féroce, ce qui lui permet de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui lui arrive. Et très sensuel aussi. Je trouvais ça important d'avoir cette partie-là, de montrer ça chez une toute jeune femme, de montrer comment la découverte de son corps, de sa sensualité peut avoir une influence et lui donner de la force aussi. Alors justement, vous parlez de cette ambiance familiale un peu spéciale. Je voudrais vous demander de nous lire le premier chapitre pour mettre aussi nos auditeurs et auditrices dans l'ambiance. D'accord. Je dois juste le reprendre. Je suis vraiment désolée. D'accord. Donc, le premier chapitre, excusez-moi. Si vous avez une toute petite question. Ah non, c'est bon. Je crois que je l'ai là. C'est une toute petite question pour. Oui, une petite question. Par exemple, pourquoi est-ce que, justement, en parlant de nom, vous nommez le petit frère, il s'appelle Gilles, et pourquoi avoir choisi le petit frère pour le nommer? Parce que lui, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que comme c'est le personnage le plus important, le personnage central du roman, et que c'est celui auquel la narratrice fait référence en permanence, j'aime pas nommer mes personnages, mais en ce qui le concerne, j'ai vraiment pas eu le choix. Je pouvais pas faire autrement. Et donc lui, j'ai été obligée. Mais si j'avais pu si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Mais c'est vrai que toute l'histoire tourne autour de ce petit bonhomme. Et donc lui, oui, c'était complètement obligé. Alors, le premier chapitre de la vraie vie. Rappelez-moi juste à quel endroit est-ce que je m'arrête? Vous allez jusqu'à la fin, mais si ça vous paraît trop long, Non, vous c'est pouvez parfait. vous arrêter. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, là, on va avoir un extrait un petit peu plus long, et puis après, le deuxième extrait qui sera en allemand avec Sina sera plus court. D'accord, parfait.
À la maison, il y avait 4 chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs, et puis des antilopes de toutes les sortes et de toutes les tailles, springbok, impala, gnou, oryx, kobu, quelques zèbres amputés du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main, sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose, un pied sur la bête, un poing sur la hanche, et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui le faisait davantage ressembler à un milicien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. La pièce maîtresse de sa collection, sa plus grande fierté, c'était sa défense d'éléphant. Un soir, je l'avais entendu raconter à ma mère que ce qui avait été le plus difficile, ça n'avait pas été de tuer l'éléphant. Non. Tuer la bête était aussi simple que d'abattre une vache dans un couloir de métro. La vraie difficulté avait consisté à entrer en contact avec les braconniers et à échapper à la surveillance des gardes-chasse. Et puis prélever les défenses sur la carcasse encore chaude. C'était une sacrée boucherie. Tout ça lui avait coûté une petite fortune. Je crois que c'est pour ça qu'il était si fier de son trophée. C'était tellement cher de tuer un éléphant qu'il avait dû partager les frais avec un autre type. Ils étaient repartis chacun avec une défense. Moi, j'aimais bien caresser l'ivoire. C'était doux et grand, mais je devais le faire en cachette de mon père. Il nous interdisait de rentrer dans la chambre des cadavres. C'était un homme immense, avec des épaules larges, une carrure d'écarisseur, des mains de géant, des mains qui auraient pu décapiter un poussin comme on décapsule une bouteille de coca. En dehors de la chasse, mon père avait 2 passions dans la vie, la télé et le whisky. Et quand il n'était pas en train de chercher des animaux à tuer aux 4 coins de la planète, il branchait la télé sur des enceintes qui avaient coûté le prix d'une petite voiture, une bouteille de Glenfiddich à la main. Il faisait celui qui parlait à ma mère, mais en réalité, on aurait pu la remplacer par un ficus, il n'aurait pas vu la différence. Ma mère, elle avait peur de mon père. Et je crois que si on exclut son obsession pour le jardinage et pour les chèvres miniatures, c'est à peu près tout ce que je peux dire à son sujet. C'était une femme maigre, avec de longs cheveux mous. Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer. J'imagine que oui. Elle devait ressembler à une forme de vie primitive, unicellulaire, vaguement translucide, une amibe. Un ectoplasme, un endoplasme, un noyau et une vacuole digestive. Et avec les années, au contact de mon père, ce pas grand-chose s'était peu à peu rempli de crainte. J'ai toujours été intriguée par leurs photos de mariage. D'aussi loin que je m'en souvienne, je me revois en train de consulter l'album à la recherche de quelque chose. Quelque chose qui aurait pu justifier cette union bizarre de l'amour, de l'admiration, de l'estime, de la joie, un sourire, quelque chose. J'ai jamais trouvé. Sur les clichés, mon père avait à peu près la même attitude que sur ses photos de chasse, la fierté en moins. Ah, c'est sûr qu'une amibe, c'est pas très impressionnant comme trophée. Pas très compliqué à attraper. Un verre, un peu d'eau croupie et hop. Ma mère, à son mariage, elle n'avait pas encore peur. Il semblait juste qu'on l'avait posée là, à côté de ce type, comme un vase. En grandissant, je me suis aussi demandé comment ces deux-là avaient conçu 2 enfants, mon frère et moi. Et j'ai très vite arrêté de me poser la question parce que la seule image qui me venait, c'était un assaut de fin de soirée sur la table de la cuisine puant le whisky. Quelques secousses rapides, brutales, pas très consenties, et voilà. La principale fonction de ma mère était de préparer les repas, ce qu'elle faisait comme une amibe, sans créativité, sans goût, avec beaucoup de mayonnaise. Des croque-monsieur, des péchotons, des œufs mimosa et du poisson pané avec de la purée mousseline, principalement. Merci. Alors là, on voit bien enfin, ça nous met dans l'ambiance de la famille, mais c'est aussi le style qui est très, très original parce que vous décrivez quelque chose de tout à fait brutal, mais avec de l'humour. C'est marrant. Il y a quelques phrases ironiques qui détonnent avec la brutalité de ce que vous décrivez. Et ça, en fait, on le retrouve dans tout le livre. Donc, est-ce que ça va être adapté sur la scène, la vraie vie?
J'y pensais là parce que je me disais que bah, on voit que vous êtes actrice et que vous avez l'habitude de la scène. Oui, bah, j'ai d'autant plus de facilité à le lire qu'effectivement, ça a été adapté et on vient de terminer la première série de représentations ici en Belgique. Et je suis sur scène pour incarner la narratrice. Donc effectivement, l'adaptation a été faite ici en Belgique. Ça va être repris, on va avoir des tournées qui vont suivre. Et il y aura également une adaptation en allemand. Mais donc, c'est tout à fait une autre création faite mais ça, je ne sais pas, peut-être que Sina est un petit peu plus au courant que moi sur la façon dont ça va être fait. Non? Ok. Noch nicht. Et donc, je sais que... Noch so früh. Ah, voilà. Je sais qu'il y a un grand théâtre allemand qui a repris, qui a racheté les droits, et donc il y aura aussi également une adaptation en Allemagne. Est-ce que vous êtes seul sur scène ou est-ce qu'il y a d'autres personnages? Non, on est 4 sur scène. Donc il y a mon personnage, la narratrice, il y a le père, la mère et le petit frère Gilles. Et donc le petit frère est joué par un adolescent. Donc c'était très émouvant pour moi de trouver sur scène en fait ce rapport qui m'a tellement émue dans l'écriture du livre. Et là, on est 4 comédiens sur scène, et pour moi, c'est assez incroyable de me retrouver au cœur de mon histoire et de la vivre, et qu'elle soit incarnée et interprétée aussi, parce qu'il y a l'interprétation des autres comédiens, mais il y a aussi l'interprétation du metteur en scène, il y a l'interprétation des scénographes, il y a la création lumière, la création son. Enfin, donc ça fait beaucoup de créateurs comme ça qui se retrouvent autour du texte, et c'est incroyable. C'est vraiment une sensation qui est folle pour moi. Sina, pour le titre, à propos du titre, souvent les titres des maisons d'édition allemandes sont différents du titre original. Ce n'est pas toujours la traduction mot à mot. Alors là, ça paraît, au premier abord, ça paraît semblable, Das wirkliche Leben. Mais il y aurait eu d'autres mots pour traduire vrai. Il y aurait eu echte, wahre Leben. D'ailleurs, après avoir lu le livre, moi, je parlais toujours de das wahre Leben. Il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à das wirkliche Leben. Et en fait, le vrai, c'est pas forcément das Wirkliche. Parce que le vrai, ça fait appel à c'est la vérité, tandis que das Wirkliche, c'est die Wirklichkeit, c'est la vérité, c'est pas forcément le réel. Voilà, donc je me suis posé la question, est-ce que vous avez choisi ce titre, das Wirkliche Leben, et si oui, pourquoi avez-vous choisi cet adjectif, ou est-ce que ça a été proposé par la maison d'édition? Also als Übersetzerin mache ich natürlich Vorschläge zum Titel. Das kann eben die genaue Übersetzung sein. Genau, ist immer so eine Frage. Ne? Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann ist es aber der Verlag natürlich, der entscheidet, welcher Titel genommen wird. Da spielen natürlich mehrere Aspekte mit rein. Es muss im Deutschen funktionieren. Es gibt auch marketingtechnische Aspekte und den Titelschutz. Ich glaube, es gab sogar schon ein Buch, das hieß Das wahre Leben. Deswegen wurde das erstmal so ein bisschen zur Seite gelegt als Option. Ich bin aber mit diesem Titel eigentlich sehr glücklich, weil natürlich gibt es im Deutschen mehrere Möglichkeiten. Das haben Sie sehr schön gesagt. Aber man setzt natürlich einen Akzent. Und ich finde, aus der Sicht der Erzählerin hat es schon sowas von Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Also sie fühlt sich ja wirklich falsch, im falschen Leben. Also man hätte vielleicht auch das richtige Leben nehmen können. Nichts ist so, wie es sein soll. Und sie ist ja davon überzeugt, dass es irgendwo noch dieses wirkliche Leben gibt. Und da muss sie nur noch hinfinden. Und sie muss quasi an den Punkt zurück, wo sich das abgezweigt hat. Ja?
Aber ich finde, das wirkliche Leben beinhaltet auch diesen Aspekt des Traumas und des Schocks, weil genauso wie ihr kleiner Bruder Gilles, der komplett verändert ist nach diesem Erlebnis zu Beginn des Buches, das die beiden Kinder traumatisiert, hat, glaube ich, auch sie das Gefühl, eine gewisse Distanz zu der Welt um sie herum aufgebaut zu haben. Also es ist da sowas, sie ist da wie so ein Fremdkörper drin. Es fühlt sich unwirklich an. Und ich glaube, dass sie erst im Laufe der Geschichte, wenn sie quasi sich selbst neu verortet und sich selbst neu kennenlernt, körperlich, geistig und sich dann in der Realität verankert, dann fühlt sich das für sie erst wieder wirklich an. Und von daher finde ich diesen Titel eigentlich gar nicht so schlecht. Alors, on avait organisé un cercle de lecture au mois de mars pour parler de votre livre avec les lecteurs. Et donc, on s'était posé cette question, qu'est-ce que c'est que la vraie vie? Donc, il y avait ces deux aspects-là, le fait qu'elle quitte l'enfance et l'innocence de l'enfance et qu'elle découvre donc la vraie vie, ou peut-être est-ce la vie qu'elle n'est pas en train de vivre et dont elle rêve et dont elle pense qu'elle va pouvoir y arriver. Et donc, je voudrais demander à Adeline, qu'est-ce que c'est la vraie vie? Qu'est-ce que c'est pour elle? Ou pour vous? Bonne question. Mais c'est vrai qu'il y a ce double sens dans ce titre que je trouvais effectivement assez intéressant. Et je le dis avec d'autant plus d'aisance que c'est un titre qui m'a été proposé par ma maison d'édition que je n'ai pas... Je ne l'avais pas envisagé moi-même. Et quand ils me l'ont proposé, je dis, mais évidemment, c'est génial, c'est ça le titre. Et donc, j'aimais beaucoup ce double sens entre la vraie vie, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est la vie dont on rêve, la vie qu'on se projette. Et finalement, peut-être que la vérité se trouve un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que pour elle, finalement, tout son combat, ça va aussi être de prendre possession de sa vie, de prendre le pouvoir. Au départ, elle ne l'a pas du tout, déjà parce qu'elle est une enfant et parce que les enfants sont très passifs de leur propre vie. On décide tout pour eux, on décide où ils vont habiter, ce qu'ils vont manger. Les enfants n'ont pas beaucoup de choix. Donc, d'une part, en sortant de l'enfance, elle va pouvoir décider de plus en plus, mais il y a aussi ce déterminisme qui est le déterminisme du père, c'est-à-dire que, qui est un déterminisme de genre, en gros, pour son père. Puis, si tu es une fille, tu deviens une proie. Si tu es un garçon, tu deviens un prédateur. Et donc, il y a cette espèce de vision ultra binaire du père. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir prendre le pouvoir aussi là-dedans et dire à un moment, non, ma vie à moi, c'est pas ça. Déjà, je ne serais pas une proie, mais ça ne m'intéresse pas non plus d'être un prédateur. Et en fait, je décide que les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus nuancées que ça. Et je veux sortir de cette vision très manichéenne et très binaire de la vie. Et donc, c'est comment elle prend le pouvoir et elle s'approprie sa vie. Et donc, c'est peut-être là, finalement, qu'elle se trouve la vraie vie. C'est cette vie sur laquelle on a... j'aime pas trop le mot contrôle, mais sur laquelle on a... et j'aime pas le mot pouvoir non plus. Une certaine forme, en tout cas, d'emprise et des choix qui se dessinent et où on n'est pas obligé d'aller sur la route qu'on a tracée pour nous. Donc, elle considère, et ça, on a tous trouvé dans ce cercle de lecture que c'était particulièrement, c'était un terme très, très intéressant, de la vie qu'elle est en train de vivre, c'est pour elle un brouillon. Oui. Vous dites un brouillon. Oui, un brouillon qui est destiné à être réécrit. Ben oui, parce qu'elle considère que comme ça ne lui convient pas, et qu'en plus elle a vu dans un film qui avait un vieux scientifique qui parvenait à fabriquer une machine à remonter le temps, elle se dit, ben voilà, c'est ça que je dois faire. Puisque ma vie est partie dans un embranchement qui ne me convient pas et qui est vraiment abominable, eh ben, cette vie-là, je considère que c'est un brouillon parce que je vais réussir moi aussi à créer une machine et à remonter le temps.
Donc cette vie-là, et c'est vrai qu'elle la prend comme un brouillon, ce qui lui permet, ce qui lui donne à un moment aussi la liberté d'expérimenter et de se dire, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave si les choses vont mal, c'est pas grave si je fais des erreurs, parce que c'est un brouillon et que tout ça, je vais pouvoir le réécrire parce que je vais pouvoir revenir en arrière. Et donc, ça lui donne une force et ça lui donne un courage, un moment extraordinaire, cette croyance que tout ce qu'elle est en train de vivre va de toute façon être réécrit et qu'elle va pouvoir bénéficier de l'expérience qu'elle est en train de vivre pour réécrire mieux, réécrire autrement la prochaine vie. Mhm. Oui, alors justement, Sina, est-ce que vous pourriez nous lire ce passage qui, ce tournant dans l'histoire, juste après l'accident, où elle tire sa force justement de l'idée de brouillon qu'elle est en train de vivre, qu'elle doit réécrire, qu'elle va réécrire. Donc, c'est le passage, page 37-38. Ja. Der warme Geruch aus Muskats Bauch hing noch immer in der Luft. Naja, in Wirklichkeit hing er wohl vor allem in meinem Kopf. Ein klebriger, hartnäckiger Duft, der mich seit jenem Sommer bis in meine Träume verfolgt. Es war Juli und doch kamen mir damals die Nächte dunkler und kälter vor als im Winter. Gilles kam jeden Abend zu mir ins Bett gekrochen. Mein Gesicht in seinen Haaren vergraben, konnte ich seine Albträume in den Nächten beinahe hören. Was hätte ich alles dafür gegeben, die Zeit zurückdrehen zu können, bis zu dem Moment, als ich das Eis bestellt hatte. Viele tausend Mal habe ich mir die Szene ausgemalt. Die Szene, in der ich zum Eismann sage, Schokolade Stracciatella in der Waffel bitte. Und er fragt mich, heute keine Sahne, Mademoiselle? Und ich antworte, nein, danke. Und meine Welt wird dann nicht von einem schwarzen Loch verschluckt. Und das Gesicht des alten Herrn explodiert nicht vor meinem kleinen Bruder und meinem Zuhause. Und am nächsten Tag höre ich wieder den Blumenwalzer und am übernächsten und immer so weiter. Und damit endet die Geschichte. Und Gilles lächelt nach wie vor. Irgendwann in diesen Tagen kam mir darum wohl auch ein Film in den Sinn, den ich einmal gesehen hatte und in dem ein leicht verrückter Wissenschaftler eine Zeitmaschine erfand. Er baute dafür ein altes Auto um und verdrahtete es von oben bis unten. Damit es funktionierte, musste er zwar sehr schnell fahren, aber er schaffte auch das. Und darum beschloss ich, genau so eine Maschine zu konstruieren, um mit ihr in die Vergangenheit zu reisen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Von da an erschien mir das, was passiert war, bloß noch wie eine in die Irre führende Abzweigung von der Wirklichkeit. Eine missglückte Skizze, die überarbeitet werden musste. Mit dieser Idee im Kopf war auf einmal alles ein bisschen erträglicher. Allerdings würde es gewiss eine Weile dauern, bis die Maschine fertig wäre und ich zurückreisen könnte. Ich musste meinen Bruder also auf jeden Fall vorher aus seiner Stummheit holen. Merci. Alors, Adeline, votre héroïne, elle passe donc par différentes étapes, vous l'avez dit, pour s'émanciper de son milieu d'origine. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme du conte? Je ne l'ai pas choisi, en fait. Pour moi, le livre s'est écrit comme ça, de façon assez naturelle. Je crois que la dimension du conte tient au fait que au départ, elle a 10 ans, et donc c'est vrai que c'est raconté avec une voix d'enfant. Et donc forcément, il y a des dragons et il y a des fées, et tout prend une espèce de dimension très colorée comme ça de l'enfance. Mais ce n'était pas du tout un choix de ma part, un choix intellectuel. Après, je remarque que tout ce que j'écris tend un petit peu vers le conte, c'est-à-dire que j'ai tendance à avoir cette écriture qui est un tout petit peu en retrait du réel, et où les choses sont... Je force un petit peu le trait sur les personnages, sur les situations. C'est vrai que je vais je pousse les choses le plus loin possible. Et donc, c'est ça qui donne ce côté un petit peu surnaturel, enfin pas surnaturel, mais à la limite du réel. Et j'aime bien ça, parce que moi, en tant que lectrice, c'est ça qui me fait voyager. C'est quand on m'emmène dans des mondes dont je me dis,
peut-être qu'il n'existe pas, ou en tout cas, il flotte un tout petit peu au-dessus de notre réalité à nous. Et donc, ça me fait voyager. Et comme ça me fait voyager en tant que lectrice, ben, ça me fait voyager en tant qu'autrice aussi. Et moi, j'ai besoin de ça. La première personne que je dois amuser au moment où j'écris, enfin, ou émouvoir, ou divertir, ou impressionner, c'est moi-même. Donc, mais c'est pas du tout un choix intellectuel. C'est-à-dire que je crois que je serais incapable d'écrire autrement que comme ça. Mhm. Sina, est-ce que ça vous a, est-ce que ça vous a particulièrement, est-ce qu'il y a eu des difficultés spéciales dans la traduction du livre, aussi dans sa forme, dans le style? Ja, jede Übersetzung hält natürlich seine eigenen Anforderungen bereit. Ich meine, wenn ich noch was zu diesem Märchen sagen kann, ich finde das einfach unglaublich passend, weil natürlich auch die klassischen Märchen dazu da sind, unsere Ängste zu bündeln und Dinge quasi, Bilder und Figuren für Dinge zu finden, die uns in der wirklichen Welt Angst machen. Und hier haben wir wirklich eine Geschichte von Kindern, die quasi aus diesem Kindheitsparadies wirklich sehr, sehr schnell vertrieben werden und sich diesen schrecklichen Dingen stellen müssen. Und zu Beginn dafür auch versuchen, Wörter zu finden, Beschreibungen, Bilder. Und ja, und da liegt natürlich auch die Schwierigkeit der Übersetzung, ja, oder die angenehme Herausforderung, sagen wir mal, dass es eben sehr, sehr kreativ ist. Ja? Also dieses Kind findet Bilder für das, was mit ihr geschieht. Also das sind ja, man merkt, das sind Beschreibungen für psychische Prozesse, wenn man das so sagen möchte. Aber eigentlich, ja, sie kreiert da richtige Wesen. Ja? Eine Hyäne, die zum Leben erwacht und dunkle Schatten, die sie im Wald verfolgen und ein Stamm von Insekten, der sich im Kopf ihres Bruders einnistet. Und das ist alles sowas, so fast physisch erfahrbar, wenn man dieses Buch zum ersten Mal liest. Und das ist natürlich der Effekt, den ich mit meiner Übersetzung dann beim deutschen Leser auch erzielen möchte. Das heißt, diese Intensität zu erhalten, ist natürlich eine große Herausforderung. Es darf im Deutschen dann eben nicht komisch klingen. Das heißt, man versucht sich manchmal dann eben vom Originaltext ein bisschen mehr zu lösen, ein bisschen freier das zu interpretieren und gleichzeitig aber natürlich genau zu sein und ja, dieses Gleichgewicht zu halten, ist natürlich die Herausforderung. Und dann eben auch haben wir es mit einem hochbegabten Kind zu tun. Ja? Wie spricht ein 10-jähriges Mädchen, das aber hochintelligent ist? Das heißt, auch da dieses Gleichgewicht zwischen einer Form von Unschuld und Naivität und gleichzeitig eben einer hohen Intelligenz und Klarsicht, diesen Ton zu treffen, das ist eine weitere Herausforderung und natürlich diesen Rhythmus hinzubekommen. Also ich kann mich erinnern, also bei mir ist es so, ich versuche immer erst eine Version komplett zu übersetzen und fange dann wieder von vorne an und mache dann so die Feinarbeit. Und ich weiß, es gibt diese Szene, für die es schon gelesen haben, wo sie durch den Wald rennt. Eine sehr spannende und gleichzeitig sehr bedrückende Szene. Und ich weiß noch, dass wirklich meine Finger über die Tastatur flogen, mit ihren Schritten quasi mitgingen. Und da muss man natürlich danach genau aufpassen, was man gemacht hat. Aber dieses Tempo und diesen Rhythmus quasi nachzuahmen, das ist, glaube ich, das war das Spannende hier. Alors, justement, en parlant de votre façon de travailler, est-ce que vous avez beaucoup communiqué entre vous ou comment se passe la traduction concrètement? Sina? Also wir hatten Kontakt und das ist tatsächlich auch sehr hilfreich, wenn man als Übersetzer den Autor fragen kann. Vor allem, weil natürlich der Gedanke dahinter klar sein muss. Gerade wenn man sich vom Text ein bisschen lösen muss, dann muss die Idee klar sein. Und das heißt, das sind ganz viele Detailfragen. Und ich weiß, wir haben sehr lange über Ziegennamen diskutiert, wie die Auswahl da stattfand und über solche Dinge, aber natürlich auch ganz viel zum Beispiel Bewegungen. Dadurch, dass es ein sehr sinnliches Buch ist, musste ich manchmal wirklich sehr genau verstehen, natürlich, wie bewegt sie sich jetzt, wie fällt sie, wer steht wo im Raum und solche Geschichten, damit da eben auch die gleiche
ja, die gleiche Atmosphäre sozusagen entsteht und die Bewegung klar ist. Und da habe ich dann viele kleine Detailfragen gestellt, die sie mir sehr gut beantwortet hat. Da muss man aber hinzusagen, sie ist ja wirklich also ein Star in Frankreich. Und ich wusste, sie ist hoch beschäftigt mit 1000 Lesungen auf der ganzen Welt. Und ich habe deswegen natürlich versucht, das sehr kompakt zu halten. Aber der Vorteil ist, dadurch, dass sie in mehrere Sprachen übersetzt wird, habe ich dann zum Beispiel mit dem niederländischen Übersetzer mich ausgetauscht, weil man ja dann doch oft die gleichen Fragen zu den gleichen Stellen hat. Und so kann man das ein bisschen effizienter gestalten. Oui, c'est pour moi, c'est évidemment très, très rassurant quand les traducteurs viennent vers moi avec des questions parce que quand je vois les questions, la nature des questions m'informe complètement sur le fait sur le travail des traducteurs, en fait. Et donc dans le cas de Sina, on n'a pas eu énormément. Enfin, il y a des traducteurs avec lesquels qui m'ont plus sollicité que Sina. Mais j'ai vu tout de suite dans les questions qu'elle me posait que la traduction allait être magnifique parce que c'était des questions extrêmement pertinentes, extrêmement précises. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, même à travers leurs questions, les traducteurs me font comprendre des choses sur mon roman que j'avais moi-même pas forcément comprises. Ou alors ils viennent avec une vision qui est complètement surprenante pour moi, mais qui est intéressante. Donc, mais je trouve ça vraiment super gai qu'il puisse y avoir un dialogue, effectivement, avec notamment mes traducteurs néerlandais. Était très, très proactif et je trouve ça super que vous ayez pu communiquer, d'autant plus que ce sont des langues qui ont quand même des points communs. Et voilà. Et puis, à l'inverse, il y a des traducteurs avec lesquels je n'ai pas parlé du tout, qui ne m'ont pas du tout sollicité. Mais d'après ce qu'on m'a rapporté, la traduction est excellente. Donc voilà, c'est pas parce que les traducteurs ne me sollicitent pas que la traduction n'est pas bonne. Mais c'est vrai que ça me rassure toujours. Je suis toujours contente quand j'ai une petite liste de questions et qu'il y a quand même un peu de dialogue. Parce qu'il y a des questions aussi auxquelles je ne m'attendais pas du tout, mais qui sont des questions d'adaptation. Est-ce qu'on adapte ou pas les prénoms, les noms des lieux, la nourriture Alors, peut-être qu'entre l'allemand et le français, c'est des questions qui se posent moins. Mais par exemple, avec la traduction anglaise, ça, c'est une question qui s'est posée. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'on mange ici, qu'on ne mange pas du tout aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on transpose pour que le lecteur états-unien ou anglais puisse s'identifier? Ou est-ce qu'au contraire, on laisse l'ancrage très européen, très belge, même pour certaines choses? Donc, c'est super gai. Mais la collaboration avec Sina était vraiment très, très évidente et très fluide et c'était vraiment très agréable. Est-ce que vous allez dans tous les pays pour faire des lectures, dans tous les pays qui ont traduit votre livre? Non, pas nécessairement, parce que déjà, il y a des pays dont la maison d'édition n'a pas forcément les moyens, parce qu'il y a parfois des langues où on est sur des économies qui sont vraiment très, très réduites, parce qu'il y a peu de lecteurs et que donc ils ont des budgets vraiment très réduits. Donc même un billet de train ou un billet d'avion, une chambre d'hôtel, enfin voilà, tout ça, ce sont des coûts que l'éditeur doit pouvoir supporter, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et le Covid m'a un peu coupé les ailes à ce niveau-là, justement, surtout vis-à-vis de l'Allemagne, parce que j'avais toute une série de rencontres qui étaient prévues en Allemagne au mois de mars 2020. Et donc, tout a été annulé en dernière minute. Il y a aussi un aspect qui complique un tout petit peu la vie de mes éditeurs, c'est que je refuse de prendre l'avion.
pour des raisons environnementales. Et donc voilà, je sais que c'est un peu mon seul caprice de diva, de star. Mais donc voilà, parfois c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que le trajet en train est plus cher que le trajet en avion. Ou parfois, juste question de timing. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas du tout de passer 48 heures dans un train à la place de 10 heures de 5 heures d'avion. Mais parfois, économiquement ou au niveau du temps, c'est compliqué. Donc, on essaie de faire... Donc non, je ne suis pas allée dans tous les pays, mais j'en ai fait un certain nombre. Et oui, et quand c'est impossible de faire autrement, j'ai quand même dû aller aux États-Unis. Bon, là, effectivement, je ne peux pas le faire en train. Donc là, j'accepte de faire une petite traversée de l'océan, mais voilà, j'aurais dû aller en Pologne et j'ai pas pu le faire à cause du Covid. Mais je suis allée en Italie, je suis allée en Espagne, je suis allée, voilà, tous les pays qui sont proches et où c'est possible, l'Angleterre évidemment. Voilà, mais toute l'Amérique du Sud, par exemple, j'ai pas fait et je sais pas du tout si on va le faire à un moment ou pas. Mhm. Alors, pour en revenir à votre livre, l'éditeur allemand présente sur la 4e de couverture votre livre comme une, alors là je cite, une explosive Coming-of-Age-Geschichte, où il s'agit d'une fille qui se libère du rôle de victime féminine. Donc, est-ce que vous avez écrit un roman féministe? Est-ce que pour vous, c'est ça le thème, l'essentiel du livre? C'est vraiment une très bonne question parce que j'en sais rien, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai écrit, je ne me suis pas du tout dit, tiens, je vais écrire un roman féministe. D'autant plus que pour moi, à ce moment-là, les questions féministes, c'est vrai qu'on était en plein MeToo au moment où j'écrivais La vraie vie, mais on était dans le mouvement. C'est-à-dire que la parole se libérait, mais on n'en avait pas encore... elle n'avait pas encore été analysée, elle n'avait pas encore été digérée, ce qui est beaucoup plus le cas maintenant. Donc moi, en tout cas, dans mon parcours, je suis féministe, mais c'est assez récent. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire des essais féministes à partir de 2018, 2019, et je me suis vraiment passionnée pour ces questions-là qui sont devenues brûlantes. Mais donc, au moment où j'écrivais La vraie vie, je ne me suis pas du tout dit, tiens, je vais faire un roman féministe. Et j'ai écrit ça vraiment au premier degré. C'est-à-dire que quand je parle du rapport proie-prédateur, du déterminisme de genre, à un moment, elle dit, hein, la petite fille, j'acceptais comme une évidence qu'une fille valait moins qu'un garçon. Ça, je l'ai écrit au premier degré, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit « Ah oui, tiens, je vais dénoncer quelque chose ». En fait, je me suis simplement replongée dans mon enfance à moi. Et même si moi, j'avais des parents super et je n'ai pas du tout vécu la violence intrafamiliale que je décris dans le livre, par contre, cette chose-là, de se sentir moins importante en tant que fille par rapport à mes frères, ça, voilà. Mais je l'ai écrit vraiment premier degré. Après, effectivement, aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire que le livre a une vraie dimension féministe parce que c'est une histoire d'émancipation, parce que c'est une histoire de se dire arrêtons avec ces rôles de domination. Est-ce qu'il n'y a pas moyen simplement de se libérer de ça et de sortir complètement de ces rapports-là qui sont ultra binaires et qui, je pense, enfin voilà, c'est la domination patriarcale et tout ça. Donc j'espère que c'est un roman féministe, mais je peux vraiment, si je dois être tout à fait honnête, je ne peux pas dire que je l'ai écrit avec cette intention-là au départ. Also vielleicht darf ich noch anfügen, es ist natürlich ganz eindeutig ein Anprangern, indirekt, vielleicht ungewollt, dieser Missverhältnisse, weil es gibt viele Frauenfiguren in diesem Roman und fast alle haben Gewalt erfahren und reagieren darauf auf sehr unterschiedliche Weise. Aber was ich sehr toll finde auch, ist, dass es eben sehr ausgeglichen ist, denn einer derjenigen, die am meisten auch unter dieser Gewalt und diesem Missverhältnis leiden, ist der kleine Bruder, Gilles, der eben von seinem Vater auch entsprechend erzogen wird. Eigentlich ein sanfter kleiner Junge, der aber
dann plötzlich mit dem Gewehr da durch die Gegend laufen muss und auf alles schießen soll, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Das heißt, auch dieser Junge leidet unter diesem Bild von männlich und weiblich. Ja. Oui, et d'ailleurs, au-delà du féminisme, il y a vraiment une dimension même écoféministe, de nouveau, que je n'avais pas du tout vue à ce moment-là, mais il y a aussi toute l'histoire de la domination sur les animaux, avec ce personnage du père qui est passionné par la chasse, et même la chasse illégale, le braconnage. C'est un grand mangeur de viande, le petit frère qui se met à torturer les animaux. Enfin, voilà, il y a aussi cette domination-là qui apparaît. Et puis la domination des adultes sur les enfants. Enfin, voilà. Il y a vraiment... cette petite fille se retrouve à l'intersection de différents rapports de domination. Pas tous, évidemment. Il y a plein de rapports de domination qui ne sont pas abordés dans le livre. Mais il y a vraiment cette domination-là aussi de l'humain sur la nature. Et donc, c'est rigolo parce que je suis obsédée par... et surtout au moment où j'ai commencé à écrire La vraie vie, terrifiée, obsédée par les questions environnementales et par voilà, le monde qu'on laisse à nos enfants. Mais quand j'ai écrit La vraie vie, je me suis dit, là, j'écris quelque chose pour me faire plaisir. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'intention de mettre ces thématiques-là au cœur de... Parce que je crois que le jour où je ferai ça, où je me dirais, j'écris un roman pour dénoncer telle ou telle chose ou pour porter tel ou tel propos, pour avoir tel ou tel message, je crois que ce sera raté. Parce que ce sera moralisateur, ce sera donneur de leçons. Mais c'est quand même incroyable à quel point toutes ces thématiques se retrouvent dans le livre, malgré moi. Et je ne l'ai pas du tout réalisé au moment où j'écrivais. J'étais tellement dans l'histoire que je ne me suis pas du tout dit, tiens, c'est un roman sur l'écologie, vraiment sur l'avenir du monde, sur comment est-ce qu'aujourd'hui, 2 enfants pourraient se dire, on veut revenir en arrière, on veut pouvoir remonter dans le temps parce qu'on est sur un embranchement qui est, d'un point de vue écologique, ça tient tout à fait la route aussi, de se dire, il faudrait qu'on puisse revenir au début des années 80 pour ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites et qui nous amènent aujourd'hui à une situation qui est catastrophique. Donc voilà, mais toutes ces questions sont au centre du roman, mais sans que je l'ai calculé. Merci beaucoup. Bon, on va peut-être laisser nos auditrices et auditeurs poser leurs questions. Alors, si vous voulez bien donner la parole. Ça marche ou il y a... Alors, Christiane, tu m'écoutes? Ah bah oui, je t'écoute, Peter. Oui, bonsoir. Oui, alors, merci beaucoup. Bon, alors, j'ai une petite question à poser à Adeline Dieudonné. Voilà, je suis d'avis de Christiane qu'il s'agit d'un conte. Bon, ce qui est caractéristique pour les contes, c'est qu'il y a des clichés, mais je ne sais pas si on peut vraiment décrire la vie en toute sa complexité en prenant recours aux contes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que vous avez raison. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où j'ai tendance à forcer le trait dans mon écriture. Donc c'est vrai, on peut reprocher à mon écriture ou à mes histoires de manquer de nuances. Et c'est vrai. J'ai un moment, je crois que c'est une façon de raconter les histoires que moi j'aime bien, et parce qu'il y a quelque chose aussi de surprenant là-dedans, peut-être d'un petit peu spectaculaire, et j'ai pas spécialement peur de ce mot-là. Mais donc c'est vrai, peut-être que ça force un petit peu le trait à certains endroits, ça caricature un petit peu certains personnages, et donc il y a certainement des histoires plus nuancées.
oui, c'est une réalité, mais je l'assume complètement parce que, voilà, à un moment, il faut faire des choix et on peut pas être tout. Et moi, c'est vrai que ce qui m'amuse, c'est plutôt d'aller dans des choses un petit peu bigger than life. Merci. Merci à vous. Alors, on a une question de Thomas. Est-ce que je la lis ou comment ça se passe, Ariane? Bien, oui, tu peux la D'ac- lire si la personne ne prend pas la parole. Si vous voulez prendre la parole, D'accord. Thomas Schlung, vous pouvez lever la main en, en cliquant en bas sur votre écran. Il y a une main que vous pouvez lever. Mais comme il n'y Bon, a pas de alors, signe, je vous pouvez la lire. lis. Alors, est-ce que l'auteur s'est servi de personnes réelles pour écrire au moins en partie son histoire, ou est-ce que tout ça vient de son imagination complètement? Ouais, c'est toujours une question complexe aussi, ça, parce que mais c'est une bonne question. C'est-à-dire que, alors, il y a des choses que je peux identifier, et puis il y a des choses qui m'échappent. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage du glacier, il y a le glacier de mon enfance est réellement mort. Je vais pas, oui, je vais éviter de trop en dire pour pas faire de spoil pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Mais bref, l'accident qui survient au début est réellement arrivé. Après, pas dans ces conditions-là, pas devant des enfants. Mais donc, cette histoire-là m'a inspirée parce que je me suis dit, c'est dingue, comment est-ce qu'un tel accident peut arriver? En fait, ce qui m'avait frappé, c'était de me dire, on n'est jamais en sécurité, nulle part. Même quand on est un gentil glacier qui pense faire ses glaces gentiment dans son coin, eh ben, il peut nous arriver un accident terrible et fatal. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai repris du réel. Après, sur le personnage du père, moi j'ai pensé le créer complètement de mon imaginaire. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en relisant l'autobiographie de ma grand-mère, qu'en fait, il y avait énormément de points communs avec mon arrière-grand-père, avec le père de ma grand-mère. Et que, en fait, cette dynamique familiale, je pense que j'ai été la rechercher là, avec la mère qui ne se défend pas, ou qui ne prend pas à défendre ses enfants. Et c'est vrai que ma grand-mère, quand elle a lu le livre, elle m'a dit, c'est dingue, j'ai vraiment reconnu, je me suis reconnue dedans, j'ai reconnu mon père, j'ai reconnu ma mère. Et c'est vrai que j'ai fait, ah oui. Je connaissais son histoire, mais à aucun moment, pendant que j'écrivais la vraie vie, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de points communs. Voilà, après, il y a des... Oui, de temps en temps, il y a des personnages, il y a des petites choses, il y a des clins d'œil aussi. Et ça, il y a que les personnages il y a certaines personnes qui peuvent se reconnaître dans certains personnages. Voilà, il y a l'histoire de la femme du professeur Pavlovitch, où là, je me suis inspirée aussi d'une histoire réelle, mais qui est malheureusement extrêmement courante. Hein. Je me suis inspirée d'une histoire, mais en fait, des femmes qui subissent ce qu'elle a subi, il y en a énormément, énormément. Donc voilà, c'est toujours un petit peu la question de ce que je reprends du réel consciemment et puis de ce qui vient inconsciemment se greffer. On a une autre question là. Est-ce que l'apprentissage de la liberté de cette jeune fille la rend heureuse ou non? La grande question du bonheur, ouais, oui, moi je crois que oui. Moi je crois qu'on est plus heureux quand on est plus libre, quand on est plus conscient, quand on identifie les schémas dans lesquels on est pris et qu'on a la possibilité de s'en libérer, même si parfois ces prises de conscience sont douloureuses. Mais si on doit faire la comparaison entre elle et sa maman, oui, je pense qu'elle est, en tout cas, je pense elle est mieux armée pour se construire une vie qui sera plus heureuse que celle de sa maman. Donc oui, moi je pense qu'on est plus heureux. Après, effectivement, c'est toujours la grande question de est-ce que la connaissance, est-ce que parfois on n'est pas mieux à rester dans une certaine forme d'ignorance? Est-ce que voilà, est-ce que quand on est libéré de ces chaînes, on doit aussi
affronter un certain nombre de choses. On doit affronter sa liberté, c'est aussi quelque chose qui s'affronte. Donc c'est plus dur. Mais ma conception à moi du bonheur, c'est que c'est clairement, il va avec la liberté, avec l'autodétermination. Mais je ne sais pas, peut-être que Sina a un point de vue sur la question appropriée. Keinen Fall. Aber man merkt natürlich auch am Ende des Buches, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber ich finde, man kann nicht so eindeutig sagen, es ist ein glückliches oder ein trauriges Ende, weil man merkt, alles hat seinen Preis und der Verlust der Kindheit ist manchmal einer davon und das ist nicht wenig. Mhm. Et est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quel est le moteur essentiel pour que l'héroïne puisse surmonter sa peur? Est-ce que c'est son petit frère, son amour pour son petit frère? Est-ce que c'est la découverte de son corps, de ses propres besoins? Est-ce que c'est Je pense que effectivement, ce qui la nourrit à travers tout le roman, c'est vraiment l'amour de son petit frère. C'est ce paradis perdu qu'elle veut retrouver, cette personne qu'elle aimait tant et qui est en train de disparaître. Donc ça, c'est son moteur. Après, il y a effectivement plein de choses qui viennent l'aider. Elle se découvre elle-même. Il y a la découverte des sciences aussi, de la connaissance, voilà, de ses propres facultés. Et puis, il y a les personnages qui lui donnent un coup de main. Et ça, c'est très, très important pour moi aussi, parce que je ne voulais pas raconter l'histoire de quelqu'un qui s'en sort absolument toute seule, parce que je ne voulais pas qu'on puisse ressortir de ce livre en se disant « Ah ben oui, quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'obtenir ». Non, je suis persuadée que non, il y a des gens qui sont vraiment prisonniers de situations qui sont insolubles, inextricables, et qu'à un moment, il faut pouvoir recevoir de l'aide aussi, et que l'individu n'est pas à lui seul complètement maître de ce qui lui arrive, et qui veut peu. C'est une expression vraiment que je déteste. Mais donc, il y a beaucoup de moteurs différents. Mais les autres, vraiment, l'aide de l'extérieur, ça me paraît fondamental aussi. D'ailleurs, je me rappelle, en vous entendant parler, que cette voisine a aussi un nom, la voisine qui l'aide pour construire la machine à remonter le temps, Monica. C'est vrai, Monica. Mais ça a été un peu je crois, ouais, c'était une demande de ma maison d'édition, parce qu'à la base, elle l'appelait la fée. La petite fille. Elle disait toujours la fée qui habite dans les bois. Et ma maison d'édition, ils ont eu peur, en fait, que le début du roman soit trompeur pour les lecteurs, c'est-à-dire qu'il y ait tellement d'éléments du conte, si la petite fille n'arrête pas de parler de fées, de dragons, que les lecteurs, jusqu'à l'accident, se disent bah, on est tombé dans un roman jeunesse, là, on s'est trompé de livre. Et donc ça, ils m'ont demandé de lui donner un prénom, un vrai prénom. Mais sinon, moi, j'étais partie pour lui donner aussi un surnom. Et alors, juste toute petite parenthèse, mais ce personnage de Monica, je l'ai reprise parce qu'elle m'a manqué. Elle disparaît à un moment dans la vraie vie. Elle disparaît assez tôt dans le roman. Et moi, j'étais un peu triste parce que j'avais envie d'en savoir plus sur ce personnage. Et donc, on la retrouve dans mon deuxième livre, Kérosène, qui n'est pas encore traduit en allemand, mais voilà. Donc, il y a des personnages comme ça que j'ai envie de redécouvrir. Mm-hmm. Alors, Sina, est-ce que vous allez traduire le deuxième livre, Kérosène? Wie gesagt, ich habe noch keinen Vertrag, aber ich habe dieser Dinge und würde mich sehr freuen.
Aber jetzt kommt ja erstmal ein wunderbarer Theatermonolog, den sie geschrieben hat, auf Französisch schon vor längerer Zeit. Und der kommt jetzt erstmal auf Deutsch im Herbst. Also die Leser bekommen neues Futter. Merci. Et c'est aussi, vous la jouez, c'est un monologue au théâtre, non? Parce que vous êtes sur scène aussi avec Bonobo Moussaka. Je l'ai joué. Je l'ai Ah. joué, mais maintenant c'est fini parce que voilà, j'ai envie de me consacrer aussi à d'autres projets. Mais oui, Bonobo, je l'ai joué ici en Belgique. Ouais. C'était mon premier texte. En France aussi ou seulement en Belgique? Non, je ne l'ai pas joué en France. En fait, de nouveau, merci le Covid. On aurait dû être au Festival d'Avignon avec Bonobo Moussaka il y a un an. Et après, il y avait une tournée française qui était prévue, envisagée. Et voilà. Mais ça a été annulé il y a un an. C'était de nouveau annulé cette année, même si le Festival d'Avignon a lieu. En fait, il y a trop de projets. Il y a un embouteillage puisque tous les projets de l'année dernière, plus les projets de cette année, enfin voilà, il y en a trop. Et donc, mon producteur a jugé que c'était dangereux d'aller s'aventurer avec Bonobo sur cet Avignon-ci, et je pense qu'il avait amplement raison. Et voilà, et le postposer encore d'une année, pour moi, c'était... il y a un moment, j'ai des nouvelles idées, j'ai des nouvelles choses qui arrivent aussi dans ma tête, et j'ai envie de pouvoir me consacrer à des nouvelles choses. Donc voilà, donc Bonobo, c'est... Tant pis. J'espère, voilà, c'est pas impossible que quelqu'un d'autre le reprenne. C'est un texte qui est là, qui existe, mais c'est vrai que moi, j'ai envie d'avancer maintenant dans des nouveaux projets. D'accord. Ariane me dit qu'il y a une autre question du public. Est-ce que tu veux la lire, Ariane? Oui, on a une question. La peur reste-t-elle le moteur principal de la construction de la personnalité de cette jeune fille? J'imagine que c'est une question pour Adeline Dieudonné. J'invite aussi les spectateurs, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat ou en levant la main. Non, je pense pas. Justement, je pense pas que la peur soit au centre de la construction de sa personnalité. Bien sûr, ça compte. Bien sûr, c'est extrêmement important. C'est une gamine qui a peur depuis qu'elle est toute petite. Elle a peur de son père. Donc, je suppose que ça va rester quelque chose d'important pour elle. Mais je crois pas. Je crois vraiment que l'amour qu'elle porte à son petit frère, justement, elle le dit à la fin du livre, j'ai vu l'horreur et j'ai vu la beauté, et la beauté a gagné. C'est-à-dire que pour elle s'accroche plus à ce qui lui a procuré du plaisir, du bien-être, qu'à ses peurs. Mais de nouveau, c'est pas une évidence du tout, mais elle se construit plus comme ça, donc sur les choses, elle s'accroche vraiment, c'est quelqu'un de profondément positif et optimiste. Donc je pense qu'elle s'accroche plutôt à ses émotions positives, même si la peur, effectivement, elle est présente et elle joue un grand rôle. Et même à un moment, c'est surtout la colère, à un moment, qui l'emporte sur la peur. À force d'avoir peur, à un moment, elle en a vraiment marre, et donc sa colère la sauve. Dans les émotions négatives, vraiment, la colère, c'est quelque chose de très, très important pour elle. Et pour moi, c'est une bonne émotion négative, la colère. Enfin, ça peut être un bon moteur pour se sauver un moment. Ich habe das eigentlich auch eher so empfunden, dass nicht die Angst ihr Motor ist, weil wir am Anfang immer diese Situation haben, zum Beispiel am Küchentisch, wenn keiner eigentlich sich traut, sich zu bewegen oder eine falsche Bewegung zu machen, weil man Angst hat, eben diesen Vater zu reizen. Das ist ja eigentlich eine Form von Stillstand und Starre, Angststarre. Und wenn sie aber anfängt zu handeln und dagegen zu arbeiten, dann sind das ja andere Motoren, eben Wut, wie du meintest, und Liebe vielleicht und eben so ein Freiheitsdrang. Und das ist ja alles gegen die Angst. Und ich finde auch, dass sie eben dieses Schema von dem Jäger und dem Gejagten, ja, also es ist ja unglaublich schwer, was sie ja irgendwann tut, Stopp zu sagen.
und eben nicht weiter zu rennen, ja, obwohl man sich gejagt fühlt, obwohl man Angst hat und sie rennt weiter und solange man rennt, ist man noch am Leben, aber dann stehen zu bleiben und zu sagen, stopp, ich spiele das Spiel nicht mehr mit, das ist ja der schwierige Moment und ich finde, da diese Angst zu besiegen, das ist eigentlich, das ist ihre Stärke, die sie dann entwickelt. Sina, une question sur votre, de nouveau sur votre manière de travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps est-ce qu'on met pour traduire du début jusqu'à la fin un roman? Ou ce roman-là, combien de temps vous avez mis pour le traduire? Das ist ganz schwierig zu bestimmen, aber ja, weil die Texte kommen ja immer wieder zurück wie so ein Boomerang. Also man überarbeitet man übersetzt einmal, dann macht man quasi eine Überarbeitung, dann liest man es nochmal, am besten auf Papier, dann schickt man es vielleicht dem Lektor oder der Lektorin und dann beginnt so eine Art Dialog und dann bekommt man ihn nochmal zurück und dann wird er gesetzt, dann liest man ihn irgendwann nochmal und zwischen diesen ganzen Etappen vergeht ja Zeit. Aber ich glaube insgesamt, wenn man es jetzt komprimieren würde, würde ich eher von mehreren Monaten sprechen als jetzt von Wochen. Ja, aber manchmal bei besonders anspruchsvollen Büchern kann es auch ein Jahr dauern. Ich glaube, das kommt dann sehr, sehr drauf an. Ja. Est-ce que vous pouvez traduire plusieurs choses en même temps? Enfin, je ne sais pas si vous traduisez que des romans ou si vous traduisez d'autres genres de textes. Est-ce que vous pouvez faire ça ou est-ce que vous devez vous concentrer sur un texte? Ja, ich sag mal so, wie es auch geht, ja, zeitlich. Also ich übersetze tatsächlich vor allem Romane, aber auch immer mal wieder was anderes und ich versuche zumindest nicht 2 Romane gleichzeitig zu übersetzen, vor allem nicht in der gleichen Phase. Also wenn ich mit einem neuen Roman anfange, bleibe ich erstmal bei dem. Und natürlich, wenn ich ihn jetzt schon mal an den Lektor geschickt habe, dann fange ich vielleicht schon mal was anderes an und warte da auf Rückmeldung. Aber dann kann man sich auch wieder auf eine neue Stimme einlassen. Aber so ganz parallel funktioniert das nicht gut. Bien, est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Elle est destinée à chacune d'entre vous, mais quels sont vos projets après donc La Vraie Vie et pour Adeline Dieudonné après Kérosène? Quels sont vos projets actuels et vos projets à venir? Est-ce que c'est plutôt vers le théâtre pour vous, Adeline Dieudonné? Est-ce que c'est plutôt vers l'écriture? Et Sinan Manafos, quelles sont vos traductions en cours? Moi, alors là, je dois terminer la promotion de Kérosène, qui est pas encore, voilà, je dois encore l'accompagner un petit peu. Il y aura les traductions de Kérosène aussi. J'ai quelques projets d'écriture de scénario, dont un là qui est terminé et donc j'espère qu'il va pouvoir être mis en production assez rapidement, que j'écris avec Thomas Gunzi, qui est un autre écrivain belge voilà, on travaille très bien ensemble. Et puis j'ai un nouveau roman en tête et j'espère pouvoir me concentrer dessus assez rapidement. Sina? Ja, ich überlege gerade, also ich fange jetzt ein neues Projekt an, aber der Vertrag ist noch so halb unterschrieben, deswegen möchte ich noch gar nicht so viel dazu sagen, aber ich fange einen neuen Roman an, ja, und auch von einem Autor, mit dem ich jetzt noch nicht vorher zusammengearbeitet habe, also freue ich mich da sehr drauf, ja. Und ich genieße es kommen so ein paar Bücher raus, die ich in der Pandemiezeit übersetzt habe, da war ich sehr, sehr effizient, weil man ja nichts anderes zu tun hatte auch. Das hat eigentlich ganz gut getan. Ich glaube, die Übersetzer waren eine der wenigen Berufe, die davon profitiert haben, von dieser Ruhe und dieser Zurückgezogenheit. Genau, und jetzt sind ein paar Bücher erschienen, eben Fatima Das und Violette Leduc zum Beispiel ein Buch. Und ich genieße auch einfach, dass die jetzt draußen sind und dass da was passiert. Und genau, und fange jetzt was Neues an.
Alors, on a encore une question pour vous, Sina. La traduction est une expérience de rencontre très intime avec un texte, un univers. Est-ce que certaines de vos traductions vous ont changé? Une question de Myriam. Est-ce que vous avez rencontré un texte? Enfin, est-ce que vous avez été changé par un texte? Ja, ich glaube, der Begegnung auszuweichen, würde der Arbeit nicht gut tun. Ich glaube, es ist immer eine intensive Begegnung und das ist erstaunlich, selbst bei Büchern, die man vielleicht vorher als ja, leicht oder ich sag mal, das sind dann Projekte, wo man sagt, ach ja, das mache ich, das macht jetzt Spaß und so weiter. Das wird mich persönlich jetzt nicht so stark tangieren. Aber irgendwie gibt es immer einen Punkt, dadurch, dass man sehr intensiv an diesem Text arbeitet und sich auf diese Stimme einlässt und diese Perspektive einnimmt, gibt es immer den Punkt, wo man plötzlich da sehr, sehr stark drin hängt und ja, für sich auch immer was mitnimmt. So wie jede intensive Lektüre, aber vielleicht, da haben Sie schon recht, noch mal ein bisschen intensiver. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ich habe eine Frage an Adeline. Ich möchte wissen, ob Sie immer noch mit welcher Musik sie im Moment arbeitet, weil das sich ja bestimmt wieder auf den Rhythmus des neuen Textes auswirkt. Oui, bah, toujours le même. Hein. C'est plutôt, donc plutôt du métal, du gros métal bien fort. Après, ça c'est plutôt le matin et l'après-midi, j'ai une autre playlist qui est beaucoup plus calme. Ben, si ça t'intéresse, elle est sur Spotify. Si tu tapes, la playlist s'appelle Bonobo Moussaka, parce que je l'avais écrite je l'avais créée au moment où j'écrivais Bonobo. Et donc voilà, c'est une grosse. Et mon autre playlist plus calme s'appelle Amarula, qui était le nom de la première nouvelle que j'ai écrite, où effectivement j'étais sur un registre beaucoup plus doux. Et donc voilà. Mais ouais, c'est super important. Pourquoi avoir changé de registre? Parce que sur Amarula, c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose de très tendre, de très doux. C'est la rencontre entre une jeune femme qui est représentante en sextoys, qui fait des ventes de sextoys à domicile, et son voisin qui est un très très vieux monsieur de 96 ans. Et donc, j'avais envie de quelque chose de très doux, de très tendre. Donc, j'avais créé cette playlist à ce moment-là. Et puis, en fait, je me suis aperçue que ce qui me convient, c'est vraiment de passer de l'un à l'autre en fonction du moment de la journée. Parce que c'est vrai qu'écrire pendant toute une journée sur du heavy metal, c'est un peu éreintant. Mais donc, en général, le matin, pour me mettre en route, j'aime bien écrire. Et c'est vrai que ça aide à sortir et à trouver des voix aussi, des voix de personnages qui sont comme ça, très directes, très dures, très... Et puis, une fois que la voix est trouvée, ben après, c'est plus facile pour moi de rester dans cette tonalité-là, même si j'écoute une musique plus calme à ce moment-là. Est-ce que vous travaillez d'une manière très disciplinée? Le matin, il y a des auteurs qui ont des habitudes comme ça, le matin de 4 heures du matin à 10 heures. Après, ils ont fini la journée, ou plutôt le soir, ou n'importe où, ou plutôt chez vous. Ben, j'aimerais bien, en fait, je rêve du moment où j'arriverai à avoir cette discipline. Pour l'instant, ça me paraît complètement impossible parce que j'ai les enfants que je dois déposer à l'école le matin, parce qu'il y a la promo, parce que c'est vrai que j'ai toujours des choses qui me sortent de la routine d'écriture.
Et voilà, mais je me dis, à un moment, les enfants, ils vont grandir. À un moment, la promo, j'aurais peut-être besoin d'en faire moins. Et peut-être que je réduirai aussi mes activités. C'est vrai que quand, par exemple, je suis au théâtre, ben, c'est impossible de me dire, je mets mon réveil à 4 heures du matin et j'essaie d'écrire avant d'emmener les enfants à l'école, faire ce genre de choses. Donc, je rêve de ça. Pour l'instant, j'y arrive pas. Donc, je m'organise plutôt en période de travail. C'est-à-dire que je me dis, là, voilà, pendant 3 mois, je n'accepte plus rien et je ne fais que écrire. Et je dois toujours emmener les enfants à l'école le matin et les chercher le soir. Mais au moins, je peux me dire, voilà, de 8 heures à 15 heures, je fais rien d'autre que d'écrire. Et alors, à ce moment-là, j'adore. C'est vrai que c'est les moments où je suis, où quand je peux partir en résidence d'écriture, c'est vraiment le pied total de me dire, pendant 10 jours, je parle à personne et je fais que écrire. Et je fantasme un peu sur ces auteurs qui ont eu cette liberté, ou qui vivaient au milieu des bois dans une cabane et qui pouvaient se dire, voilà, je ne fais rien d'autre que ça. Et à ce moment-là, j'écris vraiment très, très, très bien et beaucoup. Et je suis super heureuse et je suis vraiment très, très impliquée. Mais en tout cas, je travaille mieux le matin. Une chose est à peu près certaine, c'est que je crois que je n'écrirai jamais la nuit. J'ai aucune concentration. Il y a des auteurs qui commencent à être vraiment bons une fois que le soleil est couché, une fois que tout le monde se met à dormir. Moi, ça, je sais que ça ne me convient pas. Je suis vraiment une autrice du matin. Et Sina, pour la gymnastique du cerveau, la traduction, c'est mieux le matin ou? Ja, finde ich schon. Ich arbeite sehr gern auch relativ früh, also nicht früh morgens, ja. Also nicht um 4, sondern dann so um 7 oder 8 kann ich auch schon sehr, sehr gut arbeiten, wenn das funktioniert. Und es gibt natürlich auch verschiedene Phasen der Intensität. Also man muss sich an so einen Text auch rantasten und wenn man dann aber das Gefühl hat, man hat eine Stimme auch gefunden, dann versuche ich wirklich auch mehrere Stunden dran zu bleiben und dann gewinnt es so an Intensität. Und ja, genau. Aber es ist natürlich auch die Regel, das, was man am Vortag übersetzt hat, am nächsten Morgen nochmal mit frischem Blick angucken, ist immer eine gute Idée. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, si ça n'est pas le cas, on va peut-être s'arrêter là, Ariane? Et oui, tout à fait. Voilà. Je vous remercie à toutes les trois pour cet échange très, très intéressant et merci au public pour leur participation. Donc, je rappelle que il faut lire encore plus que pendant 6 jours et bien au-delà, bien sûr. Je les avais pas montrés au début. La version française, je l'ai en poche là sous la main et la version allemande. Donc, la version française chez l'Iconoclaste avec un œil de lion et la version allemande avec un lièvre. Donc, jusqu'au 30 juin, vous pouvez voter pour le livre que vous avez préféré. Si vous en avez lu un, c'est possible aussi. Si vous avez lu les 3, c'est mieux encore. Et voilà, et permettre à la traduction de Sinan Malafosse et au livre d'Adeline Dieudonné d'arriver à Tübingen de manière plus vivante pour une remise de prix. Voilà. Merci pour tout et je vous dis eh bien bonne soirée, à bientôt. Merci de ma part aussi. Merci. Et peut-être à très bientôt à Tübingen alors. Merci beaucoup. Vielen Dank. Merci aussi bien sûr Gabi Holling et Pierre Richard pour la traduction simultanée. Je suis navrée, sous l'émotion, j'ai oublié de le nommer. Et merci bien sûr à Pauline Bollac et Louise Bonmartel en coulisses qui ont animé toute la technique, le chat. Voilà, merci à toutes. Bonsoir. Au revoir, merci beaucoup.